Et si on arrive à comprendre à tel point est-ce que les algorithmes des applications des réseaux sociaux sont faits pour nous laisser accrocher à ces téléphones, je crois que tout le monde prendrait un step back et essaierait de se détacher un peu de leur téléphone. Je savais pas où me poser parce qu'en fait je regardais, je passais, je dis il n'y a pas de banc. Et en fait tu m'appelles pour m'asseoir, je me dis c'est trop bien. Comment t'es venu avec le banc déjà? Et bah je l'ai transporté. Ouais. Je sais pas, tu veux sortir avec quelqu'un qui a de l'expérience ou pas Bienvenue dans ce premier épisode de On Papote sur la chaîne Cosette & Chill. J'espère que vous allez kiffer le concept. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me donner aussi les questions que vous aimeriez que je pose aux inconnus dans la rue. Et c'est parti. C'est quoi ce que tu nous as ramené là, Ryan? Alors ça c'est un vinyle que j'avais thrifté tout à l'heure dans, je sais pas comment ça s'appelle, la place du Capitole, ouais. Ok. Il y avait des vendeurs il y avait des vendeurs partout qui vendaient des vinyles à 1€ et du coup j'ai passé genre 2 heures là-dessus à chercher un vinyle. Trop bien, rock'n'roll. Ouais. Excellent. C'est pourquoi t'aimes le rock'n'roll? Ouais, j'aime bien. En fait, je suis pas un gros fan, je connais pas les chanteurs par cœur, les classiques, etc. Mais pour moi, la musique, c'est en fait, je peux dire que j'aime une musique si j'entends la musique et que ça me fait vibrer. J'ai pas d'artiste en particulier que j'adore, j'ai pas de style, chanteur particulier. C'est si la musique me fait vivre, ça me fait vivre. Sinon, ça me fait pas vivre. Et du coup, voilà. Ouais, je comprends un peu ce que tu veux dire. J'étais en train de chercher la musique en cherchant les vinyles. À chaque fois, je lisais les disques et j'essaye de choisir. Et puis, j'ai fini avec ça parce que j'ai des leçons là-dessus. Trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose avec le temps que tu as appris à aimer chez toi? C'est pas évident. C'est pas une question évidente. Je crois que forcément, hein, parce que dans la vie, on passe par certains moments dans lesquels on n'est pas très confiant, on entend peut-être des remarques d'autres personnes et tout, et ça nous fait douter, quoi. C'est vrai. Ce qui se passe après, c'est que soit on réalise que ce que les gens disent, c'est une vérité. Du coup, on essaie de changer ces choses s'ils peuvent être changées. Et parfois, c'est des choses qui peuvent pas être changées. Par exemple, si on parle de certains traits d'apparence physique, si on parle de, je sais pas, enfin, il y a plein de choses qu'on peut pas changer. Et du coup, ces choses-là, il faut juste apprendre à les aimer, apprendre à s'accepter, quoi. Sinon, on passe le reste de notre vie à essayer de changer un truc totalement. Qui est hors de notre c'est contrôle. vrai. Et c'est pas évident, c'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain. Toi, C'est comment t'as pu passer outre ce qu'on a pu te dire, ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé? Est-ce que Je crois que c'est juste une question de temps. Au début, c'est difficile. Au début, on n'arrive pas à digérer l'idée de il y a cette chose qui n'est pas bonne. J'arriverai peut-être jamais à la changer. Oui. Il y a quelque chose il y a cette chose-là que pas tout le monde va apprécier. Du coup, je vais jamais la changer. Du coup, il y a des gens qui vont. Mais après, on arrive à un moment où on se dit, tant pis si les gens m'aiment pas. Je peux pas forcer tout le monde à m'aimer. Il y a pas tout le monde. Les humains, en fait, c'est parler de connexions humaines, pour moi c'est un truc, c'est comme si je parlais de goûts musicaux, tu vois. Quand on parle par exemple, moi j'aime les personnes qui sont extraverties, j'aime les personnes qui aiment parler, j'aime les personnes qui sont pleines de vie, et il y a d'autres personnes qui ont une préférence différente, et du coup ça reste question de préférence. Il n'y a pas une personne qui va plaire à tout le monde. Exactement. Et on ne doit pas chercher à plaire à tout le monde, on doit juste chercher à être soi-même, et du coup attirer les gens qui vont nous aimer de la façon dont on est. Oui, c'est très subjectif en fait. Et Ouais. puis, oui, moi, ce qui est par exemple dans mon cas, pendant très longtemps, j'étais complexé par le fait que je suis une personne très timide. Ça se voit peut-être pas comme ça. Non, ça se voit pas du tout. Ouais. Mais pendant longtemps, ça a été quelque chose où j'avais peur énormément de pas savoir quoi dire, de pas être intéressant. Et du fait que je ne parle pas beaucoup, j'ai eu plusieurs remarques. Et en fait, en grandissant, comme tu dis, avec le temps, certaines personnes ont pu me dire que c'était appréciable d'être avec quelqu'un qui était un petit peu plus discret, un petit peu plus posé. Et donc ces choses-là m'ont fait me rendre compte qu'en fait c'était pas si mal comme j'étais, et que je n'avais pas besoin d'être comme mon voisin, voilà. Donc voilà, c'est très subjectif en fait ce que les gens peuvent dire sur nous. Et toi, tu as surpassé comment cette phase-là de se douter de toi? Ça a duré très longtemps. C'était jusque pendant mes études supérieures, j'ai eu beaucoup de mal. Donc là, je vais avoir 26 ans, et je pense que jusqu'à mes 21 ans, c'était compliqué.
J'ai essayé de faire semblant, de faire l'extraverti, j'ai essayé d'apprendre à avoir une certaine manière de parler ou des choses comme ça. Mais le naturel il reste toujours là. Donc je pense que c'est vraiment le fait d'avoir été entouré de personnes qui puissent m'accepter comme je suis. Et pour qui c'était pas un problème en fait. Ok, Donc ça je m'a comprends. vraiment aidé. Ouais, c'est juste une question de temps. Et quelque chose d'autre qui m'a aidé, qui peut peut-être aider d'autres gens, c'est deux choses en vrai. C'est la lecture. Je lisais beaucoup de philosophie, beaucoup de livres, et du coup, ça m'a vraiment aidé à genre voir d'autres perspectives de la vie, voir des personnes, comment différentes personnes pensent, voir cette subjectivité de la pensée humaine. Ouais. Et une deuxième chose, c'est les films. Je suis un gros Ok. cinéphile, et du coup, ce qui est bizarre avec la vie, c'est que on peut pas, on connaît pas ce qui va se passer dans notre vie, on connaît pas la fin de notre vie, on connaît pas les événements qui vont avoir lieu plus tard dans notre vie. Et ce qui est sympa avec les films, c'est que ça permet de résumer une vie entière de certains caractères Oui. en un span de 1 heure, 2 heures. Et du coup, ça te transmet énormément d'expériences sans que tu ailles à vraiment vivre en entier. Du coup, tu peux apprendre d'expériences d'autres personnes, même Oui. parfois d'expériences imaginaires. Et t'as pas à perdre toute ta vie à commettre les mêmes erreurs que les personnes-là ont Oui. commis. Du coup, tu peux apprendre à... Oui, totalement. choses, C'est tout. un peu un cheat code, quoi, dans le Ouais. sens où, oui, la leçon que tu vas en tirer, tu vas peut-être l'apprendre dans la vraie vie en 10 ans Exactement. d'erreurs et Exactement. d'échecs et de refus, quoi. Exactement. Donc ouais, c'est très intéressant. Je suis d'accord avec toi. Les films, la lecture, c'est super intéressant. Ouais, carrément. Ouais. Avec le temps, Ouais. carrément. Je sais pas, je pense que j'ai appris à aimer la personnalité, je trouve que c'est important d'apprécier à aimer la personne qu'on est avec les autres Ouais. et la personne qu'on est seul. Je trouve que c'est quelque chose qui se différencie de ouf. Enfin, je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression de pas du tout être la même personne quand je suis seule chez moi. Je passe une semaine seule chez moi. Faut que je m'aime pas pareil quand je suis seule chez moi que quand je suis avec les autres, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai appris à aimer de par les relations, de par les gens avec qui je traîne, de par comment on s'aime entre nous. Et quand tu te retrouves seul, de comment est-ce que tu deals avec toi-même, tu vois. Ouais. Et t'arrives à bien dealer avec toi-même, justement. Franchement, ouais, Ouais, ça carrément. Ouais. Genre très jeune, quand j'étais toute seule, c'était un truc... Genre tu vois, je suis quand même très extravertie et j'arrive quand même à aller vers les gens, Ouais, ça à se discuter voit. avec les autres et tout, tu vois. Mais en même temps, je sais que j'ai quand même besoin de mon espace toute seule, j'ai quand même besoin de mon temps toute seule. J'en ai vraiment besoin, après avoir passé beaucoup de temps avec des gens, de me retrouver avec moi-même et de... Ouais, se reconnecter, tu sais, se remettre les pieds sur terre un petit peu et se retrouver avec soi-même et ça aide à être mieux avec les autres après, tu vois. Ouais. Alors, des choses que j'ai appris à aimer. D'habitude, on est plutôt sur qu'est-ce que tu aurais changé si tu t'es croisé plus jeune dans le passé. Ouais. Donc, la version plutôt négative. Des choses que j'ai appris à aimer, tout ce qui est du domaine, on va dire, créatif, esprit critique, remise en question. Où au début, j'étais très dans le fait de tout remettre en question. Mince, est-ce que je fais ça assez bien et tout ça. Ouais. Et que petit à petit, essayer de transformer ça plutôt en force, de remettre en question, mais pour faire des choses mieux. Et ça veut pas dire que c'était pas bien avant. C'est vraiment amélioratif. Là où avant, j'ai l'impression de faire des choses nulles et d'essayer de les rendre bien. Maintenant, je me dis, bah non, je fais des choses bien, mais peut-être qu'on peut aller plus loin, peut-être qu'on peut s'améliorer. Ouais. Et du coup, c'est devenu, je pense, une de mes forces, en fait, c'est d'essayer de toujours voir comment on peut devenir une meilleure version de soi-même en permanence. Ouais. Donc, C'est vrai que changer le regard sur ça, ça peut aussi te permettre d'aller plus loin et de déculpabiliser des fois. Quand on fait des choses, on n'est pas forcément satisfait. Le fait de se dire que en fait, c'est déjà bien et le fait que je puisse aller encore plus loin, c'est quand même, enfin, c'est génial. c'est ça, et puis d'essayer de se dire que voilà, ce qu'on fait, ouais, c'est déjà bien. C'est pas, c'est des fois il y a des gens qui disent ah mais je suis pas capable, alors que tu vois que c'est des super illustrateurs. Oui, ils sont pas le haut de la pyramide, mais ils sont déjà au-dessus de la moyenne. Mais quand tu les écoutes, t'as l'impression qu'ils sont super nuls, alors que toi tu fais encore des totos. Avec le temps, j'ai appris à aimer ma capacité à improviser. Ok. Je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup, mais je prends de plus en plus de plaisir à me laisser aller, comme ce voyage à Toulouse où ça fait 2 fois que je viens à Toulouse sans but et je me dis j'ai quelque chose à trouver à Toulouse. Ok. Donc la première fois, c'était il y a quelques semaines, j'ai fait des rencontres très intéressantes. Ok. Et là, pareil, je me laisse aller comme une algue dans l'eau, comme une feuille dans le vent, je me laisse porter et jusqu'à toi. maintenant. Comment t'as fait pour arriver là? Parce que moi justement, je suis aussi dans ce truc très contrôlé. J'aimerais aussi me laisser un peu porter, mais c'est pas évident. Est-ce que t'as des conseils
Bah, je trouve que tu es sur la bonne voie parce que la création et créer avec les autres, c'est un moyen extrêmement agréable de vivre, je trouve. Moi, j'aime beaucoup faire ça aussi. Ouais. On manque beaucoup de ça. Yes. On manque beaucoup de ça parce qu'on a peur, effectivement, de l'espace public, des autres. Tout est codifié et je pense que la création est un moyen de lâcher quelque chose et de voir qu'en fait, et de se connecter aux enfants que nous sommes, qui sommes des êtres très créatifs, très imaginants et très surprenants. Yes. Donc on manque de surprise, on manque peut-être un peu de création et certainement beaucoup de réveiller l'enfant qui est en nous. Je travaille à côté de mes études. Je suis en contrat étudiant. Ok. Je travaille à Intermarché. Ok. Et du coup, je fais un peu tout. Je fais de la mise en rayon, caisse, accueil, tout. Et tu fais des études dans quoi? Je suis en licence de biologie. Tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas trop. Ouais. J'avoue que je suis encore un peu perdue, mais tout ce qui est dans la neurologie animale, de la recherche, des trucs comme ça. Du coup, ma question, c'est par rapport au monde du travail. Mais peut-être que tu vas pouvoir y répondre. Ok. Du coup, par anticipation, quel conseil te donnerais-tu avant de faire tes premiers pas dans le monde du travail? Qu'est-ce que tu penses que ce serait important de te donner comme conseil aujourd'hui? Waouh. Je m'étais jamais posé la question. À moi, dans le futur, qu'est-ce que je me poserais comme Ouais. question? Bah, en tout cas, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil aujourd'hui pour que tes premiers pas soient... D'avoir confiance, beaucoup confiance, parce que, par exemple, juste quand je suis allée déposer mon CV pour aller travailler à Intermarché, je me suis dit, mais jamais ça va marcher, mon CV, il n'y a rien dessus déjà. Ouais. Enfin voilà quoi. Et en fait, faut juste avoir confiance parce que dès que tu arrives, il suffit juste que. En fait, il faut tomber juste sur la bonne personne. J'ai Ouais. déposé mes genre 20 CV, il y en a juste un qui a été retenu quoi. Donc, confiance, vraiment, c'est le plus important. Bon, pas avoir trop confiance non plus parce que quand on arrive dans le monde du travail pour la première fois, forcément, on a plein de choses à apprendre. Donc, faut pas avoir trop confiance non plus parce que t'es là juste pour apprendre. Mais ouais, moi je dirais juste confiance. Ouais, c'est un bon conseil, je pense. Et du coup, tu vois, la prochaine fois que tu n'auras pas confiance, tu pourras regarder cet extrait et tu te diras, ouais, c'est vrai, je m'étais donné le conseil. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Peut-être que pour les gens ce que je leur dirais, pour les gens qui commencent à travailler, je pense que quand on est jeune, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Le premier travail, c'est pas forcément celui qui nous conviendra pour toujours. Et je leur dirais de rester curieux même si on fait un travail et de s'écouter, de pas avoir peur de changer, de pas avoir peur de se rendre compte qu'on s'est peut-être trompé. Il y a des fois où on a des rêves et quand on les réalise professionnellement, on se rend compte qu'en fait la réalité elle est tout autre de ce qu'on a imaginé et ça peut être décevant. Et dans ce cas-là, il faut pas le prendre comme un échec. Je pense que justement, il faut pas hésiter à aller voir autre chose. Mais c'est pas évident. Et je pense que ouais, en tout cas pour les premiers tafs, ce sera jamais les plus inspirants, sauf chance exceptionnelle. Et ce sera très certainement pas les derniers aussi. Donc voilà. Tu travailles dans quoi? Oh, plein de choses. Ok. Je suis développeur dans le jeu vidéo. Je conçois des niveaux, donc tout ce qui est psychologie du joueur et tout ça. Okay. J'écris des quêtes aussi dans le jeu vidéo. Je suis scénariste dans le jeu vidéo et je suis maître de jeu de rôle professionnel aussi. Ok. Donc vraiment énormément tout ce qui de est, choses. voilà, Mais un point commun à tout ça, c'est quand même assez artistique. Ouais, ça clairement. Ouais. Clairement, c'est raconter des histoires et raconter des histoires qui font réfléchir les gens, même sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que oui, ça va être une histoire de chevaliers et dragons ou de gens qui explorent une épave, mais le fond parle de quelque chose qui va vraiment, je m'en servais un peu presque comme des contes philosophiques. Il y a des endroits où on peut te retrouver, un peu voir ce que tu fais, ce que tu crées. Ouais. J'ai mon site internet où justement je fais des prestations de jeux de rôle. Où tu peux le donner comme ça les gens. C'est Paradigme Immersion. Okay. Donc sur Instagram on peut me trouver et si on tape Paradigme maître de jeu, en général on me trouve sur internet. Ok. Je publie régulièrement les petits briefs et tout. On parle du travail, du coup justement c'est trop bien, ça fait la transition avec mon autre question. C'est si tu pouvais te donner un conseil à toi qui est en train d'entamer ses premiers pas dans le monde du travail. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir te dire à ce moment-là? Quel conseil tu te donnerais? De ne pas perdre de temps. Mais c'est valable pour plein de choses, même en dehors du travail, mais de vraiment pas s'acharner quand ça va rien donner. Enfin, surtout là, je plus évoquer ce qui est
on va dire, exploitation de la hiérarchie, d'être la petite main qui fabrique le produit. Souvent, c'est ce terme-là qui est utilisé dans le jeu vidéo. Mais à la fin, c'est pas ton nom qui clignote dans le générique, quoi. C'est celui qui a fait la levée de fonds. C'est très vite, on arrive avec des rapports, on va dire à l'ancienne, de l'ouvrier, le patronat, des choses comme ça. Et donc, ouais, les conseils que je me donnerais, ça serait de pas perdre de temps avec des gens qui t'exploitent. D'accord. J'ai perdu des années de ma vie à me dire non, mais un jour, je recevrai la récompense. Je croyais énormément en la méritocratie. Oui. Et je me suis rendu compte que la méritocratie n'existe pas. C'est compliqué. En effet, quand on est débutant dans le monde professionnel, c'est vrai que c'est très facile de nous faire croire que, ah oui, c'est vrai, on va évoluer, forcément, en travaillant plus, on aura plus de récompenses, on va évoluer. En fait, au final, des fois, c'est pas toujours vrai. Donc, ouais. Je suis tombé sur des gens qui savaient quels étaient mes rêves et en fait m'ont agité les rêves sous le nez et du coup, je continuais, faire des heures sup pas payées, vraiment exploiter jusqu'au bout et ça m'a niqué ma santé. Du coup, ça a été très formateur parce que maintenant, je suis méfiant. Aussi de ces rapports-là et ça, je me dis oula, non, ça sent le vendeur de tapis, l'arnaque et tout ça. Donc ça m'a pris ça, mais je me dis je pouvais l'apprendre en 2 ans et pas en 4. Ouais, ça fait un peu plus mal, forcément. Donc c'est vraiment ça que je me dirais, c'est ce que je dis à mes élèves quand je donne cours justement dans le jeu vidéo. Je dis voilà, venez récupérer l'argent pour la ligne pour le CV, mais c'est pas votre projet. Vous travaillez pour quelqu'un qui a besoin de vos compétences. Ouais, c'est bien de le garder à l'esprit. Voilà. Donc du coup, si à un moment c'est plus rentable pour vous, que vous y trouvez pas ce que vous voulez, ça peut être même ça ne vous fait plus rêver, perdez pas de temps, ne vous niquez pas de la santé, on fait du jeu vidéo, c'est pour faire rêver les gens, donc si on rêve pas nous-mêmes, ça sert à rien. Donc fuyez dès que ça va pas, quoi. C'est un super conseil, en fait je pense que ça peut être appliqué à tout type de travail. Ça c'est parce que c'est très artistique, mais une personne qui travaille aussi dans un autre domaine, je pense que ça peut vraiment être intéressant d'entendre ça. On commence tous quelque part à travailler, donc c'est un bon conseil, je pense. Et puis, je sais pas qu'est-ce qui fait que, si c'était le cas avant ou pas, mais j'ai l'impression aujourd'hui que on va faire des études pour avoir des compétences. Et dès qu'on arrive sur le marché du travail, on a l'impression que tout nous rappelle qu'on est au bas de l'échelle. Alors qu'en vrai, on a fait des études, on est compétent. Mais je me suis toujours dit, est-ce que c'est pas une stratégie pour tout simplement qu'on accepte toutes les couleuvres, toutes les conditions de travail et que on se fasse exploiter. Alors que si tout le monde se rendait compte de sa propre valeur pour dire non, mes heures de travail ne valent pas ça, tu n'as pas le droit de me parler comme ça, c'est oui, j'accepte ta hiérarchie, mais t'as pas le droit de me traiter comme une merde non plus, quoi. Alors moi, le monde du travail, il a été un peu particulier pour moi parce que je suis artiste et j'ai toujours créé, j'ai fait des études créatives et après j'ai toujours créé, donc je n'ai jamais pénétré. Alors si, j'ai fait des boulots étudiants, des boulots quand j'étais jeune, mais je vais juste un peu prendre la tangente de ta question. Moi, mon travail, c'est l'écriture. Donc, écrire et accompagner des écrivains. Et à chaque fois que je vois des jeunes écrivains, effectivement, je leur conseille avant de commencer à écrire, avant d'aller vers la création, de prendre le temps d'y aller, de faire un chemin pour vraiment oublier qui on est, la société, et vraiment se retrouver, se reconnecter à soi. Alors ça vaut peut-être pour tous les métiers finalement. C'est essayer de ne pas se perdre dans le désir de l'autre, dans l'attente de l'autre, et essayer toujours avant de commencer toute chose, de faire ce chemin de reconnexion pour être sûr qu'on est ancré et qu'on est prêt et qu'on n'est pas perdu dans son téléphone ou dans sa vie ou dans son speed. Ok, c'est intéressant parce que pour le métier artistique justement où c'est quand même pas mal tourné vers un public, c'est assez compliqué de faire ce travail dans un premier lieu et ensuite peut-être une fois que le travail est bien fait, pouvoir se mettre à la création et puis le proposer au public. Mais c'est vrai que cette première étape, elle n'est pas évidente. Non, et puis c'est un chemin de longue haleine. Enfin, même moi qui le dis, ça me demande toujours beaucoup d'efforts de faire ça. Et la dernière fois que j'étais venu à Toulouse, je voulais écrire à Toulouse. Et en fait, c'est le chemin de là où j'étais jusqu'à Toulouse où j'ai écrit parce que le mouvement, quand on se met en mouvement vers quelque chose, c'est là où ça se passe. Et après, quand je suis arrivé, j'étais déjà ailleurs, en fait. J'étais déjà dans un autre désir. Mais ce chemin de partir, moi, souvent, je conseille aux gens de se délocaliser pour ce mouvement-là, il est extrêmement excitant quand on part, on ne sait pas où on va. Après on arrive, c'est déjà fini, mais c'est pas grave. Ok, excellent. Et donc tu voyages beaucoup, j'ai l'impression que tu... Alors je vis au Maroc depuis 5 ans, depuis le confinement. J'étais confiné au Maroc et je suis resté après le confinement pour travailler
bon, je fais des livres là-bas. Ouais. Je suis éditeur. Je reviens régulièrement en France, dans le sud, parce que moi je suis de Bordeaux. D'accord. Et quand je reviens, c'est plutôt vers le Périgord. Ouais. Et j'habite à Rabat, donc Rabat-Toulouse, c'est facile à faire. Et du coup, j'aime bien m'arrêter un peu à Toulouse parce que je Ouais. découvre la ville depuis un an. Et c'est une ville que je connais peu et j'aime bien l'ambiance. Il y a beaucoup de jeunesse et justement de quelque chose d'assez lâché Ok. qui me plaît bien. Ok, oui, je comprends. C'est une bonne ville sympathique. Bon vivre, oui. Ça fait combien de temps que tu habites à Toulouse, toi? Moi, ça fait 2 ans. Avant, j'étais à Amiens. Et j'ai Ok. déménagé dans le sud pour le soleil, principalement. D'accord. Mais parce que je fais du cirque. Et donc, du coup, Toulouse, Ok. c'est une grosse plateforme pour le cirque. Il y a beaucoup de lieux d'entraînement, beaucoup d'artistes, de jeunes artistes qui se retrouvent Ok. ici. Donc, ouais, c'est bien. Il faut C'est qu'on parle du dynamique. cirque après à Rabat. Il y a une grande école de cirque là-bas. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais le plus transmettre aux jeunes aujourd'hui? En plus, toi, tu es professeur parmi tous tes métiers. Donc, j'imagine que tu as des choses à transmettre. Qu'est-ce qui est le plus important à transmettre aujourd'hui à la jeunesse, selon toi? Je dirais la curiosité. Vraiment s'intéresser à plein de choses, lire plein de choses, écouter plein de choses, Ouais. de sources variées. Notamment la philo, je trouve que c'est très bien. Pour moi, c'est Ok. le sport du cerveau, la philosophie. Ouais. Et l'esprit critique. C'est de se dire, tiens, ok, on m'a dit ça, ça me conforte dans ce que j'aime, Mhm. mais quel est l'intérêt de la personne qui me l'a dit? Et est-ce qu'elle n'est pas en train de me retourner le cerveau? Donc, Ouais. curiosité et esprit critique, pour moi, c'est 2 valeurs qui permettent d'être heureux et libre. Moi, si j'étais père, la première chose que j'apprendrais à mes enfants adolescents, ça serait de comprendre comment ils fonctionnent, comprendre comment comment dire, brain, Leur cerveau, leur leur cerveau mental, fonctionne, ouais. exactement, pardon. Ouais. Parce que si on n'arrive pas à comprendre comment on fonctionne, on a cette tendance à devenir addict à des choses auxquelles on ne doit pas être addict. Je parle de ça parce que je vois l'exemple des téléphones aujourd'hui. Oui. Et quand tu m'as abordé, tu m'as parlé des personnes, tout le monde est sur son téléphone, il y a Et personne oui, qui oui, parle à on personne. observe et dans tout. la rue, en fait, là, Ouais. la plupart des gens Je suis sont- d'accord. Et je crois que ça revient au fait qu'on comprenne pas l'effet que ça a sur le fonctionnement, la circulation du dopamine dans notre cerveau, la manière dont on devient addict. Et si on arrive à comprendre comment ça marche, et si on arrive à comprendre à tel point est-ce que les algorithmes des applications, les algorithmes des réseaux sociaux sont faits pour nous laisser accrocher à ces téléphones, je crois que tout le monde prendrait un step back et essaierait de se détacher un peu de leur téléphone du coup. Et ça, c'est pas que pour les addictions. Les addictions, c'est juste un exemple, mais aussi pour si jamais il y a des personnes qui ont des problèmes mentaux, qui ont des problèmes avec d'autres personnes, avec des amis, avec la famille, même des problèmes avec soi. Je pense que comprendre comment notre cerveau fonctionne et comment est-ce qu'on raisonne et pourquoi on aime ce genre de choses et pourquoi on déteste d'autres choses, ça peut vraiment nous aider à se détacher, à devenir une meilleure version de soi. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est même quelque chose qui devrait être appris, en fait, à À l'école. l'école, ouais. Ouais, totalement. Donc, ça rentre dans le cadre des sciences et c'est super d'actualité, en fait. Donc, ça pourrait être je suis d'accord. très intéressant de Ouais. rajouter ça. Alors ça, c'est une grande question et c'est une question qui m'habite en ce moment parce qu'on est en train de travailler sur une collection, une nouvelle collection au Maroc qui va arriver peut-être aussi en France, qui s'appelle Humanité heureuse. Ouais. Et ce sont des outils de transmission, c'est des petites brochures sur l'écriture, sur la philo et tout ça, et justement à destination des plus jeunes mais aussi des moins jeunes parce qu'on est tous sur le même bateau finalement. C'est vrai que Totalement, les plus jeunes vont peut-être un peu plus galérer que nous parce qu'ils n'ont pas le repère de ma génération, d'avoir connu le monde d'avant Internet, d'avoir connu... eux, ils sont en plein stress. Il y a déjà le stress climatique, il y a le stress numérique. Mais en même temps, moi, j'ai hyper confiance dans cette jeunesse parce qu'elle est hyper, je trouve, pleine d'idées et somme toute assez joyeuse encore. Et le conseil que je peux donner, c'est, j'ai pas d'autre conseil que d'essayer d'appréhender le combat entre guillemets de la façon la plus douce possible et la plus habitée possible, et la plus incarnée possible, de lire des livres. Parce que dans les livres, c'est encore le seul endroit où il n'y a pas de publicité, où on trouve des paroles encore non soumises, on va dire, à une morale, à une bien-pensance qui écrase tout. On est dans l'ère de la censure et du jugement et du flicage sur les réseaux sociaux
Ouais, Par c'est vrai. on est devenu chacun un petit flic qui regarde un peu ce qui se passe, qui commente et qui crie. Mais en même temps, il faut vraiment retrouver une espèce de sagesse et de grandeur en prenant du recul. Et je trouve que la littérature, le fait d'écrire ou de lire, ça fait prendre beaucoup de recul sur soi-même, sur les autres, et ça permet de faire passer des messages de la bonne manière qu'ils soient. Donc, prendre son temps pour savoir ce qu'on a à dire et se dire que si on le dit pas, c'est pas grave. Ouais. Donc moi j'ai très envie de refaire des ateliers d'écriture ici parce que j'en fais au Maroc et de revenir en France en faire. Alors peut-être que des gens qui vont écouter ta chaîne, peut-être un jour, je sais pas. Peut-être. Ouais. On peut laisser le lien de la maison d'édition et peut-être qu'on Ouais. peut tous être en lien. Mais moi j'aime bien ton idée parce que je trouve que ça va créer peut-être une communauté d'humains qui vont trouver des idées Peut-être. et qui J'espère. voilà, vont propager quelque chose. Mais merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Ouais, on peut. Est-ce que tu veux donner des liens, des. Oui, alors on te peut le retrouver donner ici. Alors nous, on est assez actifs sur Insta, parce qu'au Maroc, Ouais. ça marche bien. Donc la maison d'édition, ça s'appelle les éditions Le Sélénite, Selenite. Le Ok. Sélénite, c'est l'habitant de la Lune, comme on l'imaginait au 16e, 17e, quand on pensait qu'il y avait des habitants sur la Lune. Ok. Ça vient de Très Séléné, la déesse de la Lune, donc les Sélénites. Édition Le Sélénite. Ok. Et le site, c'est www.lesélénite.com. Et on est aussi sur Insta. Et moi, je suis aussi sur Insta en perso. Je vlog sur l'écriture. Et mon nom, c'est Pierre Pasquale. Pascual. Super. Ben, merci beaucoup, Pierre. C'était Merci à super toi. agréable d'avoir joué le jeu. Ouais, puis il fait beau Je en te plus, c'est remercie. agréable. Ouais, on a le choix de Je savais pas où me on a de la poser chance. parce qu'en fait, je regardais, je passais, je dis, il n'y a pas de banc. Et en fait, tu m'appelles pour m'asseoir. Je dis, c'est trop bien. Dans les 2 prochaines questions, on va parler de la sexualité et des clichés qu'il y a encore en 2026. On va parler de la mort, on va parler de la religion. Juste avant de passer à leurs réponses, je me permets de t'inviter à t'abonner à la chaîne YouTube Cosette & Chill, où tu retrouveras une vidéo longue le 30 du mois. Mais tu peux aussi t'abonner au compte Instagram Cosette & Chill, où là tu vas retrouver des courts extraits de la vidéo longue qui sera à venir sur YouTube. J'en profite également pour te renvoyer les questions en commentaire. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir tes réponses. Également, si tu as des conseils à me donner, que ce soit techniquement, que ce soit sur la manière de filmer, sur la manière de monter, je suis preneur. Moi, mon métier, c'est pas du tout la vidéo, donc j'ai beaucoup à apprendre. J'ai déjà un petit peu appris avec ce premier épisode, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'auront valu quasi la moitié de mes rushs. Ça m'amène justement à te prévenir que la prochaine réponse de l'invité, il n'y aura pas la vidéo, tout simplement parce que à cause de la chaleur, mon téléphone a surchauffé et a coupé la vidéo. L'extrait était extrêmement intéressant et je me devais de le mettre parce que les paroles, elles sont juste magnifiques et super importantes, je pense, à entendre. Donc, je t'ai mis des sous-titres. Voilà, je te laisse sur les réponses des invités et on reprend la vidéo. Est-ce qu'il y a un cliché sur la sexualité en 2026 que tu voudrais voir disparaître? Absolument. Mais il y a tellement de trucs dans la vie de tous les jours que j'entends Il y en a et je me beaucoup, dis, ouais. mais ça c'est Ça a n'importe pas quoi. sens, ouais. Moi j'aimerais que les femmes on soit juste moins stigmatisées dans notre liberté par rapport à notre sexualité, tu vois. Ouais. Il y a ce truc où je sais pas si tu l'as vécu ou tu connais des gens qui l'ont vécu ou quoi, où quand un mec justement il a beaucoup de conquêtes ou quoi, ce genre de trucs là c'est un peu stylé et une meuf c'est un peu la honte, tu vois. Ouais. Ça c'est le genre de truc qui me C'est ça ouais, me saoule, ouais. ça me saoule trop. Genre on parle d'elle d'une manière tellement plus dénigrante et tellement plus on comprend pas trop pourquoi est-ce qu'elles font ça, on se dit mais peut-être qu'elles se respectent pas ou des trucs comme ça, alors que quand c'est un mec tu sais Ouais. c'est trop bien quoi pour lui, donc ça c'est un truc qui me Ah, c'est intéressant parce que justement avec les 2 personnes d'avant on parlait Ouais. justement du body count, ok que ouais c'était un peu ridicule ouais c'est ça de catégoriser quelqu'un par rapport à un chiffre. carrément. J'aimerais bien qu'on arrête de dire aux jeunes, Ouais. surtout aux jeunes garçons, de faire leur expérience dans le sens multiplier vos expériences quand vous Oui. êtes jeune. Ouais, carrément. Moi j'ai eu une vie intime assez tardivement par Ok. rapport à la norme. ce qu'on Oui, appelle ouais. la norme. Et j'en suis très content parce que la première fois elle était bien. Enfin, Oui, j'étais oui. prêt, je savais ce que je voulais faire. Ouais, c'est mieux en vrai. Et en fait, j'ai beaucoup d'amis pour qui la première fois c'était pas agréable. Et, Ouais. et je pense que si on arrêtait de dire aux garçons multipliez les conquêtes, vivez votre vie sans forcément faire attention, parce que ça sous-entend ça aussi, Oui, ouais. je pense qu'il y a vraiment le souci aussi. Donc voilà. Je suis d'accord, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Puis on leur dit ça à eux et on nous le dit pas à nous. Oui. Du coup, ça fait que nous aussi, nos expériences, quand elles sont jeunes, elles sont aussi nulles parce que,
on se retrouve à faire des trucs Ouais, c'est vrai, qui sont pas. Ouais. qui sont pas ouf, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on nous encourage pas du tout là-dessus. Je pense que déjà, une des solutions serait de plus en parler à tout le monde, en fait. Ouais. Rien que ça. Carrément. Parce qu'on a de l'éducation sexuelle, etc. Mais on a des interventions, on n'a pas des vrais. Après, c'est l'éducation des parents aussi qui doit un peu jouer ce rôle-là, mais je trouve qu'on n'a pas assez de prévention, de conseils, on n'a pas assez on n'a pas assez d'informations par rapport à ces trucs-là. Et si on nous éduquait plus jeunes à respecter, même enfants, à respecter le corps ou le consentement ou les trucs comme ça changerait tout. Ouais, Ça il y changerait aurait tout. beaucoup moins de soucis, ouais, je suis d'accord. Ouais, il y a beaucoup de soucis par rapport à ça, je trouve. Ouais. Puis même quand on nous dit qu'on a tous la même éducation, mais que à la fin, les garçons, ils sont plus aptes à violer ou des trucs du genre, tu vois. Que les filles, c'est quand même, c'est qu'il y a un problème quelque part dans l'éducation aussi, parce que ça montre qu'on nous dit pas tous les mêmes choses, qu'on nous dit pas tous, on ne s'éduque pas du tout tous pareil, et Ouais. ça pose de gros problèmes, quoi. Ça pose de gros problèmes, ouais. Et en tant que femme, je trouve que c'est compliqué à assumer d'avoir une vie sexuelle quand t'es jeune, quoi. Tu Ouais. vois. Par rapport aux mecs, quand tu traînes avec eux, tu racontes des trucs, eux, ils racontent des trucs, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est pas reçu pareil, du coup. Ouais, le regard est pas du tout. Ah le même. non, ça c'est. Et aujourd'hui, comment tu gères ça? Enfin, C'est-à-dire ça t'impacte ou pas ou Ouais, moi ça m'impacte en vrai. Parce ouais, ça que, t'impacte. en gros, je sais que je suis amie avec beaucoup de garçons. Ok. Genre, notre groupe, il y a pas mal de garçons et on est quelques meufs. Du coup, ça fait qu'on est très à l'aise, tu sais, de discuter de tout, c'est trop bien. Genre, tout le monde discute de tout, il n'y a pas trop de jugement, mais il y a quand même ce truc où, même si tu sens qu'il n'y a pas trop de jugement, il y a quand même un truc derrière où il y a quand même un jugement, tu vois. Genre, Ouais. même si c'est pas exprimé comme un Ouais, jugement c'est direct, sous-entendu, tu sens, ouais, ouais, il y a c'est des ça. petites blagues C'est qui ça, c'est ça, passent, c'est ça. Et ça me rend hors de moi, quoi, parce que tu te dis, je sais pas. Justement, on est tous amis, on est tous égaux par rapport à ça sur plein de trucs. Et tu sens qu'il y a quand même un truc qui passe pas. Tu sens qu'il y a quand même un truc qui est reçu différemment, alors que en soi, Ouais. il y a pas de raison, tu vois. Enfin, c'est juste du jugement, c'est juste du sexisme sans faire exprès, quoi. Ouais. Tu vois, c'est compliqué. Mais j'essaye de, je sais pas, comment je gère ça. J'essaye de. En vrai, je le gère mal parce que ça m'énerve trop. Hein, je te mens pas. C'est pas un truc que je gère très bien parce que ça. Je m'embrouille souvent avec eux sur ça, tu vois. C'est un sujet d'embrouille à chaque fois où je me dis, mais c'est pas normal ce que vous dites, c'est pas normal comment vous réagissez, c'est pas normal ce que vous faites, tu vois. Donc, Ouais. donc en fait, ouais, je le gère pas super C'est bien. quoi leur réponse du coup? Parce que Leur réponse à eux, Ouais. c'est qu'ils s'en rendent pas trop compte, en fait, tu vois. ok. C'est que eux, ils sont un peu dans un truc où, ils essayent de faire pareil avec tout le monde, ils essayent de réagir avec tout le monde, mais ils essayent une fois que tu leur dis qu'ils ont pas réagi pareil avec tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Une fois Ouais. que tu leur dis, ouais, là, t'as pas réagi pareil, ils sont là, Ah oui, peut-être. Ouais. ok, Oui, c'est ok, tellement oui, bon, lui aussi, Ancré non, tu vois, que c'est ça ça. devient. Ils s'en quelque rendent pas chose de- compte et quand tu leur dis, ils essayent de se rattraper, mais en même temps, ils peuvent pas trop s'en empêcher, genre, c'est vraiment. Ouais. Je sais pas, c'est un peu dur, tu vois, c'est un peu compliqué. J'espère que les gens qui verront l'échange, surtout les garçons, Ouais, en apprendront beaucoup. c'est ça, j'espère aussi. J'espère aussi. Éduquez-vous, c'est important. Hein. Trop bien. Ouais. Et ben merci. C'est Merci trop à bien. toi. Trop bien d'avoir joué le jeu. De rien. Je sais que l'idée dont je vais parler là, c'est pas un truc très commun en France. Mais D'accord. l'homophobie, là d'où je viens, c'est un truc très commun. Et du coup, on a une tendance à... Enfin, je blâme pas les personnes qui pensent comme ça. Parce que il y a beaucoup de... Il y a une culture, il y a une religion qui influence tout Ouais. ça. Mais du coup, quand on commence à un petit peu penser, à raisonner, on voit qu'il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait détester certaines personnes pour leur préférence sexuelle, on va dire. Et ça, je trouve que c'est très navré qu'il y a beaucoup de places dans le monde dans lesquelles il y a encore... il y a encore, de barrières, en fait. on n'accepte toujours pas les personnes qui sont différentes, on va dire, plus ou moins de ce qui est plus commun. Et ça, je trouve vraiment triste. Ouais. Bah, j'ai bien aimé en fait à tout résumé. Il y a aucune raison en fait de. C'est vrai, même si, soi-disant, on a des convictions personnelles, Oui. ça reste comme le nom l'indique, des convictions personnelles. On ne doit pas essayer de forcer nos convictions personnelles, notre religion ou quoi que ce soit sur d'autres personnes. Je suis très ouvert sur la question, donc c'est vrai que j'ai essayé de... Enfin, au fur et à mesure de ma vie, j'ai quand même balayé plein de clichés que j'avais. Ce que je voudrais plus amener, c'est que les gens remettent en question leur sexualité, mais aussi leur modèle relationnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, je trouve par défaut, les gens vont rentrer dans la monogamie, par exemple, juste parce que tout le monde fait comme ça. Et je dis pas que c'est un mauvais modèle ou quoi que ce soit, mais il y a des gens qui s'enferment dans une sorte de carte postale de la sexualité qui ne leur convient pas, plutôt que se dire au fait, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie, et surtout de le faire avec l'écoute et le consentement de tout le monde.
Oui. Et c'est là que ça ouvre sur des champs de modèles relationnels alternatifs ou de sexualité alternative, comme le polyamour par exemple, où là, quand on parle aux gens et qu'on commence à parler de ça, d'un seul coup, ils sont en mode « Ah, non, je pourrais pas ». Ouais. Alors, c'est OK, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a des insécurités? Est-ce qu'il y a de la jalousie, etc. Et ça se travaille. Et en fait, dès qu'on commence à tirer le fil de laine, d'un seul coup, on se rend compte que des gens, ils sont pas heureux en fait dans leur modèle relationnel ou dans leur sexualité. Donc ouais, si j'avais quelque chose à changer, c'est juste que les gens arrêtent de suivre la carte postale et essaient de trouver qu'est-ce qui les fait kiffer vraiment, sans honte en fait. Oui. Tu kiffes ça, ok, expérimente-le. Trouve quelqu'un qui est ok pour l'expérimenter avec toi et pas de, comme on dit, c'est pas de king shaming. Ouais. C'est arrêter de suivre les rails en fait. Ouais. Quitte à retomber sur une monogamie traditionnelle, classique. Si, un cliché il me vient en tête que là, il faudra le balayer. C'est le rapport des hommes à la sexualité. Ok. Tout ce qui va être le culte de la performance, tout ça. Tout ce qui est ces tabous sur, j'avais vu ça, c'est les body count en mode une femme si elle couche avec plein de mecs, ça les dévalorise en mode. Enfin, je sais pas, tu veux sortir avec quelqu'un qui a de l'expérience ou pas? Enfin, au bout d'un moment, les gens ils viennent avec un bagage et t'as pas à les juger sur ça. Et donc tous ces clichés autour de la masculinité et la sexualité, pour moi, à balayer. Aujourd'hui, c'est quoi ton rapport par rapport à la mort? Tu es quand même assez jeune. Waouh, ouais. Est-ce que toi, tu y penses? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu as des croyances? C'est super compliqué d'y répondre. Moi, je suis chrétienne. Ok. Donc j'ai un rapport à la mort un peu particulier par rapport à ma religion, parce que je pense pas que ce soit trop en adéquation. Mais en vrai, j'y pense pas tant que ça. Déjà, je me dis qu'on n'a qu'une vie, donc... Ouais. Donc, dans tous les cas, peu importe ce qui nous arrive, tous les échecs qu'on peut avoir ou toutes les joies qu'on peut ressentir, dans tous les cas, on finira tous au même endroit. Donc, en vrai, la mort, j'y pense pas trop, parce que j'essaye de vivre à fond. Et bon, j'ai dit que j'étais chrétienne, mais je suis un peu en cogitation en ce moment, parce que on sait pas où on sera après, dans tous les cas, après la mort. Ouais. On sait pas si on va se retrouver, on sait pas s'il y a quelque chose. En fait, on sait rien, on peut pas savoir. Et donc, en vrai, j'essaye de pas trop y penser, pas parce que j'ai peur. Ouais. Mais parce que je trouve que ça sert à rien. Enfin, il n'y a pas de question à se poser, dans le sens où on vit. Donc à partir de ce moment-là, j'y pense pas juste. J'ai pas peur que ça arrive demain ou après-demain, parce que je vis juste, et je trouve que pour l'instant j'ai une belle vie. Bon, j'ai pas tout vécu du tout, mais ouais, voilà. C'est beau, franchement, réussir à se dire moi j'ai une belle vie et voilà, si demain je pars, voilà, c'est comme ça. Je trouve ça beau et c'est quand même cool de pas avoir d'angoisse par rapport à ça. Mon rapport avec la mort est changeant. Ça peut dépendre de mon humeur. Il y a des fois dans la vie où je me dis waouh, quand même ça peut arriver vite, je peux me balader et paf, une tuile, est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais? Donc des fois il y a cette petite remise en question de tiens, est-ce que si je devais mourir demain, quel bilan je ferais de ma vie? Est-ce que j'en ai vraiment profité? Donc c'est pas vraiment une peur de la mort, c'est une peur de pas avoir fait ce que je voulais. Ouais. C'est plus ça qui m'embête, c'est de me dire mince, j'avais prévu des trucs et j'ai pas eu le temps de le faire. Maintenant quand je regarde ma vie, je me dis bon, ça va, j'ai quand même fait plein de trucs. On va dire maintenant tout ce que je fais c'est du bonus. Après, je suis pas croyant, donc du coup il n'y a pas le côté la vie après la mort. Pour moi c'est quelque chose d'assez simple. D'accord. Je sais qu'une fois j'ai eu un problème de santé, un pneumothorax, et j'ai vu la fameuse lumière au bout du tunnel. Ok. Je pense que c'est le cerveau qui est pas oxygéné, la vision qui se rétrécit, ça donne un effet de perspective, j'en sais rien. Enfin, il y a eu un état de panique et à un moment il y a eu une sorte de paix, quelque chose qui me disait lâche prise, vas-y on y va. C'est le cerveau qui à mon avis fait un cocktail chimique qui dit allez, on balance tout, dopamine, etc. Enfin, tu fais le trip de ta vie. Et en fait, cette paix était ouf. Je sentais que j'acceptais on s'en va, quoi. Et je me dis, ok, si c'est ça la mort, ça va. Donc moi, c'est plus le côté de, j'espère que j'en aurai assez profité. D'où ce que je disais tout à l'heure, ce que je me dirais étant jeune, c'est perds pas de temps. C'est pas un truc auquel je pense, et c'est pas un truc auquel j'aimerais penser. Enfin, même si j'y pense, ça changerait rien, parce que je vais mourir, je vais pas choisir comment mourir. Mais s'il y a un truc que je peux choisir et que je choisis, c'est d'avoir une vie que je vais pas regretter comme ça au dernier moment de ma vie. Je vais regarder ma vie, je vais dire
J'ai Ouais. une vie magnifique que je regrette absolument pas. Du coup, je sais que je peux pas choisir ni où je vais mourir, ni comment je vais mourir, Mm. mais je sais que je peux choisir ma vie de là jusqu'au moment où je vais mourir et j'essaie de faire les meilleurs choix et d'être le plus ravi possible et d'avoir la meilleure vie possible, quoi. Ok. Ce qui concerne la religion, en ce qui concerne l'existence de Dieu, Ouais. ou la non-existence de Dieu, je me dis que en vivant et en essayant le maximum d'être un bon humain et de faire du bien et en même temps avoir une bonne vie, de profiter de ma vie. Si jamais il existe un Dieu et que ce Dieu-là qui existe, c'est vraiment une entité qui est gentille, qui essaie de nous transmettre des messages pour faire du bien, qui essaie de voilà, de rendre les humains heureux et de rendre la vie des humains heureuse. Ouais. Alors, tout en ayant une vie où on fait rien de mal, on peut pas aller en enfer ou on peut pas être jugé par un dieu parce qu'on était bien, tu vois. Mm. Et du coup, s'il n'existe pas, bah tant pis, on a eu une bonne vie et en même temps on était des bonnes personnes. Du coup, on a rien à faire, tu vois. Que du coup, bénéfice. Ouais, que du bénéfice. Si on est une bonne personne et qu'on profite au même temps de notre vie, dans tous les cas, on n'aura rien à craindre, plus ou moins. Ouais. Et ben voilà, on dirait que c'est la fin de l'épisode. Pour l'épisode 2, vous allez voir, je vous ai préparé des questions extrêmement intéressantes aussi. J'ai hâte d'y être.